Réveille ton bise. Tin, tin, tin. Réveille ton bise. Bienvenue sur Réveille ton bise, le podcast qui t'aide à y voir plus clair quand tu ne sais plus trop où tu vas et que tu as envisagé au moins une fois de fermer ta boîte à 2h32 du mat après une énième insomnie. Moi, c'est Justine Arma, je suis entrepreneur depuis 2018. Mon job, t'aider à traverser les creux, retrouver de la clarté et redonner du sens à ton activité avec plus de kiff et évidemment moins de pression. Parce que oui, persévérer, ça peut aussi rimer avec envie de bosser moins. Alors si aujourd'hui t'as autant d'entrain que le mec de ta meilleure amie traîner à un karaoké un soir de pluie, alors t'es au bon endroit. Prends un café, un carnet et bonne écoute. Salut Milena, Salut Justine. comment tu vas ? Bah écoute, ça va super bien et toi? Mais je vais déjà hyper bien parce que tu es avec moi aujourd'hui. Je suis trop contente de te recevoir depuis le temps où on doit se faire ce fameux épisode de podcast. Te voilà, c'est un jour solennel. Ça Ce grand y est. jour est arrivé, c'est aujourd'hui. Je suis vraiment très Ça y est, contente, enfin. d'autant plus qu'aujourd'hui, on va parler de ton sujet de cœur, de pourquoi, en fait, tu entreprends et de cette façon dont tu travailles avec tes clientes, notamment comment est-ce qu'on va pouvoir alléger sa gestion d'entreprise, zioter un peu ce côté minimaliste, essentialiste et le choix de ses outils pour éviter, en fait, de souffrir dans son business, euh, apprécier son entrepreneuriat. Je crois que ça te parle beaucoup. Clairement. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Oui. Alors, très rapidement, donc moi c'est Milena, je suis coach en productivité et experte de l'outil Notion. Notion, ça dépend comment on le prononce. Et du coup, avec mon business aujourd'hui, donc l'organe Milena, j'accompagne les entrepreneurs, plus particulièrement, à créer en fait un système d'organisation au service de leur business, au service de leur vie. L'idée, c'est vraiment effectivement d'avoir une organisation, un système sur lequel on peut s'appuyer pour gagner en sérénité, pour vraiment se libérer de la charge mentale, pour gagner du temps, pour optimiser, de façon à avoir, pour moi, un business au service de sa vie et pas l'inverse. Totalement d'accord avec toi. C'est pour ça que je suis vraiment très ravie de t'accueillir parce que c'est un sujet qu'on potentiellement commence à considérer quand on a un business usine à gaz et on se dit mince, pourquoi j'ai fait tout ça ? Et du coup, j'ai vraiment envie qu'on transmette une approche beaucoup plus simple, beaucoup plus minimaliste, beaucoup plus efficiente de sa façon d'entreprendre et de faire du business. Déjà, pour toi, comment est-ce que tu pourrais définir un business minimaliste ? Qu'est-ce que ça pourrait être pour toi ? Alors, pour moi, ça serait un business où il y a au final rien à ajouter, rien à enlever. Alors après, un business est en constante évolution. Ça, pour moi, il n'y a jamais de moment où tu t'arrêtes et tu te dis c'est bon, j'ai tout fait, c'est bon, c'est terminé, j'ai plus rien à toucher. Mais vraiment, cette idée de ce que je fais, les tâches que j'ai à faire, les activités, les choses que je développe, je les fais en conscience, je sais pourquoi je le fais. Effectivement, comme tu dis, on évite les usines à gaz et les milliards d'outils, de notes, de trucs, de projets, de tâches, d'offres, etc., dans tous les sens. Et vraiment avoir quelque chose qui laisse aussi de la place. Alors après, ça dépend beaucoup des personnes. Et c'est vrai que moi, j'essaie aussi d'accompagner mes clientes en fonction de elles, leur personnalité, leurs envies, leurs besoins. Mais moi, je sais que j'ai besoin d'espace, j'ai besoin de temps. J'aime pas être dans le rush, j'aime bien avoir le temps de faire des pauses. On en parlait juste avant en off, de pouvoir aller mettre les pieds dans l'eau, dans la piscine, en plein milieu de la journée si j'ai envie. Je sais que toi aussi, c'est le genre de Clairement. choses qui te plaît bien. Et vraiment, voilà, avoir un business qui nous permet aussi de s'épanouir à la fois au niveau pro, mais aussi de laisser du temps au niveau perso, de pas être toujours dans la course, dans la course, dans la course constante. La productivité vraiment toxique en mode cocher le maximum de cases dans sa to-do dans la journée, c'est pas forcément mon truc, quoi. Je suis pas sûre que ce soit forcément très efficace sur le long terme en plus. Exactement, sur le long terme. Et comme tu l'as dit il y a quelques secondes, l'idée d'un business minimaliste, c'est que chaque chose a son utilité et sa place. Mais du coup, se pose la question de comment est-ce qu'on détermine ce qui est réellement essentiel pour son entreprise, son maintien, son développement, son bien-être, soi-même. Comment est-ce qu'on sait tout ça ? Pour moi, la première chose à faire, en fait, et c'est de là où je pense que doivent partir la plupart des business et des réflexions, c'est partir de soi, en fait. C'est pour toi, qu'est-ce qui est important pour toi aujourd'hui ?
Et ça peut être ton business, ça peut être certains axes, ça peut être au niveau même personnel. Et comment est-ce que par rapport à, j'appelle ça un peu des aspirations, tu vois, un peu si tu te projettes sur les prochaines années, qu'est-ce que tu as envie de faire, comment est-ce que tu as envie de remplir ton quotidien, c'est quoi les activités qui te nourrissent, c'est quoi les trucs qui t'éclatent, et vraiment venir essayer de construire ton business par rapport à ça, en disant, bah voilà, moi j'ai vraiment envie de passer, moi j'aime bien avoir du temps par exemple pour me former, pour apprendre, pour creuser, pour approfondir des sujets, pour créer des choses. Et du coup, à partir de là, comment est-ce que tu vas faire en sorte que ton business vienne nourrir aussi ces choses-là? Si tu as un business, ton objectif, c'est de passer par exemple beaucoup de temps avec ta famille, avec tes proches, avec tes enfants, comment est-ce que tu vas pouvoir mettre en place ces choses, organiser, tu vois, en termes de business model, en termes de rentabilité aussi, puisque derrière, après, ça vient toucher tous les pans. Même si tu fais du marketing, comment est-ce que tu vas communiquer sur tes offres, etc., en fonction du temps aussi que tu as à y passer, en fonction de ce qui est fluide et ce qui est facile pour toi. Ce genre de choses, en fait, mais tout part de soi, au final. C'est important que tu le soulignes, mais je pense aussi que c'est la première chose que l'on fait sauter ou que l'on met de côté, c'est qu'est-ce que l'on veut réellement et pourquoi est-ce qu'on a décidé de créer cette entreprise-là finalement. Très rapidement, dès les premiers clients, voire peut-être même avant même d'avoir des clients, mais dès qu'on rentre, j'ai envie de dire, dans la sauce, on peut facilement en fait se laisser détourner et commencer à être de partout et finalement nulle part à la fois. Les clientes qui arrivent vers toi et qui rejoignent l'un des deux programmes, mais plutôt entrepreneur productif, je pense, c'est quoi leur problématique au niveau de leur business? Elles ont déjà un business qui tourne ou justement elles le lancent? Alors, j'ai vraiment les deux profils. C'est assez marrant là-dessus parce que pour le coup, sur entrepreneur productif, il y a vraiment. Alors, majoritairement, ça va être quand même des personnes qui ont déjà un business lancé et qui justement se retrouvent en mode à s'épuiser. Qui sentent qui ont envie d'avoir plus de temps pour elles, qui sentent que ok, elles ont lancé leur business parce que pour lancer une activité qui leur plaisait, parce que c'était voilà leur passion, parce que voilà. Et en même temps, elles se retrouvent, comme tu dis, un petit peu happées dans le truc, et du coup, à se retrouver à faire plein de choses, à se retrouver du coup avec une to-do list qui n'en finit jamais, à culpabiliser de jamais en faire assez pour leur business, en même temps à culpabiliser aussi de ne pas prendre assez de temps pour leurs proches, pour leur famille, etc. Donc voilà, il y a ce cas de figure-là. Et j'ai aussi des élèves qui rejoignent le programme en démarrage d'activité, parce que justement, là, elles se retrouvent, en fait, généralement, elles se passent, en fait, du salariat à l'entrepreneuriat, et là, en fait, tu te retrouves face à un espèce de gouffre de « Ok, maintenant, j'ai toute la liberté du monde, je peux faire ce que je veux, mais donc, du coup, j'ai 1 milliard de possibilités, et je ne sais pas par où commencer, je m'éparpille un peu dans tous les sens, et j'ai l'impression que j'avance pas, et j'ai envie, en fait, dès le début, d'avoir quand même un cadre, un truc qui soit bien posé, où je sais où je vais, je sais dans quelle direction j'ai envie d'aller, quelles sont les tâches que j'ai à faire pour ça, sans forcément m'éparpiller, sans forcément perdre du temps à faire 10 milliards de détours, quoi. Et donc, si on part du principe que je suis ta prospecte idéale, et là, je suis joie, qu'est-ce que tu me conseillerais de faire pour, par exemple, je sais pas, faire le tri dans mes tâches, mes outils? Tu vois que voilà, c'est lourd, c'est compliqué, la gestion est compliquée. J'ai des cernes, c'est des valises, sauf que je pars pas en voyage avec. Qu'est-ce que tu me dirais? Déjà, hein, le premier truc que je vais faire, c'est même pas le module 1, c'est le module 0. C'est justement ce lien vers cette reprise de cette réflexion, cette introspection, justement, de qu'est-ce que j'ai envie de faire, c'est quoi qui est important pour moi, comment est-ce que je m'imagine dans les prochaines années, à quoi j'ai envie d'accorder du temps, quelles sont les choses qui sont faciles, qui sont fluides pour moi, que j'aime, celles qui sont beaucoup plus lourdes. Justement, identifier comme ça un petit peu ces axes-là de façon assez générale, de très globale, des aspirations qui peuvent être quelque chose de pas forcément très précis. Et ensuite, derrière, on va pouvoir décomposer ça avec des projets, vraiment, projets objectifs concrètement définis, les critères Smarter, etc. Et après, un autre truc qui est hyper intéressant à faire aussi, c'est vraiment justement de faire un état des lieux, de faire un audit de ton temps, déjà, première chose. Et ça, c'est le truc, je sais, c'est chiant, il faut traquer son temps. Donc, je ne demande pas à ce qu'on le fasse pendant 6 mois d'affilée, mais à minima, pendant 1 ou 2 semaines, ça permet déjà d'avoir quand même une bonne vision. Prendre un outil type Clockify, ou après ça peut se faire même avec un papier et un crayon, hein, de se dire, voilà, pendant 1 semaine, je vais noter tout ce que je fais, le temps que j'y passe. Parce que notre cerveau, il est très 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 mauvais pour estimer le temps qu'on passe sur les choses, et même a posteriori, quand on fait quelque chose qui nous éclate, on voit pas le temps passer, quand on fait quelque chose qui nous ennuie, au bout de 3 minutes, on n'en peut plus. Globalement, si on demande à notre cerveau, ok, combien de temps j'ai mis à faire la compta,
peut-être que tu as passé 10 minutes, mais tu as l'impression que ça a duré 3 heures. Donc c'est bien de s'appuyer sur des outils un peu factuels et objectifs, quoi. Et pareil, de la même manière, un audit de son business, c'est-à-dire venir faire une cartographie de tous les systèmes, les différents outils qui sont utilisés, à quoi ça sert, les différentes tâches et qui permettent pour chaque domaine de son business de fonctionner. Et voir après, se poser la question de, dans l'histoire, qu'est-ce qui est plus utile, qu'est-ce qu'on peut simplifier, qu'est-ce qu'on peut processiser, qu'est-ce qu'on peut automatiser, qu'est-ce qu'on peut supprimer tout simplement, parce que des fois, il y a des choses aussi qu'on peut supprimer. Et moi, ça arrive à plein de moments, des fois, que rien qu'en faisant la liste de tous les outils et à quoi ça sert, en fait, elles se rendent compte que y en a qui sont en doublon, en fait, et qu'elles payent potentiellement pour 2 outils qui font la même chose, hein. Surtout dès qu'on gagne en complexité au niveau d'un business, qu'il y a plusieurs personnes, une équipe, etc., on peut vite, en fait, se retrouver avec comme ça des choses qui ne servent à rien ou qui complexifient les choses pour rien. Ok. Justement, est-ce que ce travail-là, on le fait qu'une fois et après c'est bon, c'est réglé, basta et on avance? Ou est-ce qu'il y a une récurrence? Question piège, on connaît la réponse, mais quand même, je la pose. Ben oui, bien sûr. Un matin, tu te réveilles et tu te dis, c'est bon, je suis organisée pour le reste de ma life et je n'ai plus rien à faire. C'est parfait. Ce serait Non, ça absolument c'est le truc que merveilleux, je on leur est d'accord. annonce. Ouais, c'est la mauvaise nouvelle que je leur annonce généralement au début du programme. C'est que tout ce qu'on va voir là, c'est cool, mais effectivement, c'est quelque chose qui après, c'est un process en fait d'amélioration continue. Alors après, c'est aussi quelque chose qu'on met en place, c'est-à-dire avec moi, j'utilise beaucoup ce que j'appelle les cycles de revue, donc à faire le point en fait toutes les semaines, tous les mois, tous les trimestres, tous les ans. Alors on fait pas la même chose à chaque échéance. On va pas revoir et remettre en cause tout son business toutes les semaines parce que sinon on n'est pas rendu. Mais à chaque fois en fait voir ok, c'est quoi qui a bien fonctionné la période précédente, quelles sont les leçons que j'en tire, c'est quoi qui a moins bien fonctionné, qu'est-ce que je peux améliorer, et comme ça de période en période venir un peu en fait justement faire un peu le bilan et s'améliorer pour la suite. Et ça, justement, typiquement, sur le fait de faire le point sur tous ces outils, son fonctionnement et compagnie, c'est quelque chose qu'on peut faire tous les semestres ou tous les ans. Pas besoin que ce soit toutes les semaines. Et après, ou alors, des fois, c'est des choses qu'on identifie aussi, hein, en se disant, tiens, ce truc-là, en fait, à chaque fois, j'y passe 2 heures parce que, en fait, c'est pas du tout pratique, ce process. Je dois naviguer entre 14 trucs différents avec 50 fichiers et, en fait, j'y passe des plombes. Comment est-ce que je pourrais améliorer ça? Et en fait, justement, ces cycles de revue permettent d'identifier ces points de friction. Dans le cas où, par exemple, je sais pas, on a un business qui génère suffisamment de chiffre d'affaires. On a déjà intégré alors des outils payants, des personnes qui travaillent avec nous, mais on se rend compte que en fait, l'organisation convient pas du tout et en même temps, on a des obligations financières, du cash à générer. C'est une période qui peut être très stressante. Comment est-ce qu'on peut faire justement pour simplifier, pour regarder tout ça, pour mettre les mains dans le cambouis et se dire ok, d'accord, là je dois faire une pause. Certes, il n'y a peut-être pas d'argent qui va rentrer tout de suite. Comment est-ce qu'on peut gérer cette phase-là? Je pense qu'après, ça dépend à quel stade tu te retrouves. On va dire dans le ça fonctionne pas du tout l'organisation du moment. Parce qu'à un moment donné, si tu laisses perdurer cette phase-là, et notamment, moi je vois, c'est surtout des personnes, tu vois, qui vont vers l'épuisement professionnel, hein, de toute façon, quand elles n'y sont pas déjà passées à un moment donné dans leur vie. Et donc, le risque, c'est de continuer comme ça, sans rien changer, et au final, jusqu'au moment où juste ton corps, il te dit stop, hein, et quand ton corps, il te dit stop, t'as beau dire, il faut faire rentrer du cash, et il faut faire tourner le truc, ton corps, il te dit, t'es bien mignonne, mais tu vas rester au lit, et puis tu vas pas m'embêter. C'est clair. Donc, on essaie de prendre le truc avant, c'est mieux. Ça évite cette phase-là, et après, on n'est pas obligé de tout révolutionner d'un coup. L'idée, c'est de venir petit à petit améliorer les choses. On peut tout à fait vraiment, par le concept, moi je suis une fervente preneuse du concept des petits pas, de se dire, tu vois, c'est le même principe qu'avec les cycles d'amélioration continue, c'est chaque semaine venir améliorer un petit truc. On n'est pas obligé de remettre en cause tout le business. On peut commencer par exemple avec le truc qui génère le plus de friction, qui génère le plus... Par exemple, moi j'aime beaucoup, je travaille beaucoup avec le concept de la boussole de productivité. En gros, c'est un cadran, ça permet de prioriser, mais plutôt sur le long terme. C'est un peu un cadran, en gros, où on vient classer les tâches en fonction de est-ce qu'on est compétente ou est-ce qu'on est passionné par le sujet. Donc l'idée, c'est que les tâches dans lesquelles on est compétente et passionnée, c'est notre zone de génie, c'est, on va dire, le nord de notre boussole, c'est ce qu'on vise, c'est là où on a envie de passer le plus de temps parce que on s'éclate, et en plus de ça, c'est là où on apporte le maximum de valeur au reste du monde. Et après, il y a les tâches où justement on est compétente mais pas passionnée. Là, on s'ennuie, clairement. Ni compétente ni passionnée, et là, c'est ce qu'on appelle la zone de souffrance. Et où
pas compétente mais passionnée, et ça c'est généralement la zone de distraction. Et donc on va analyser aussi un peu les tâches en fonction de ce cadran-là. Et par exemple, le premier focus, ça va être les tâches qui sont dans la zone de souffrance. Ça, comment est-ce que je peux faire en sorte de le supprimer, le déléguer, l'automatiser, le simplifier, le processiser, faire en sorte que ça me prenne le moins de temps possible, parce que en dehors du temps, il y a aussi tout un aspect et un truc dont on parle pas assez, je trouve, quand on parle d'organisation de productivité, c'est la gestion de l'énergie. Parce que toutes les heures ne se valent pas, et toutes les tâches ne se valent pas non plus. Il y a des tâches qui, même si ça nous prend 1 heure, en fait, il y a des tâches qui vont nous énergiser, où on va se ressortir de là en mode hyper boosté, trop content de nous et tout, et il y a des tâches, c'est juste, elles nous assomment, quoi. Et donc, c'est hyper important aussi d'en prendre conscience. Et du coup, l'idée, ça va être vraiment d'aller focus sur ces tâches qui sont un peu dans notre zone de souffrance, qui généralement nous prennent énormément d'énergie, et voir comment déjà ça, on peut globalement s'en débarrasser dans la limite du possible, ou à minima en tout cas, y passer le moins de temps possible, automatiser, etc. Il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas se débarrasser. La déclaration d'impôt et la déclaration URSSAF, on ne peut pas s'en débarrasser. On peut le déléguer, mais à un moment donné, il va falloir que quelqu'un le fasse. Exactement. J'imagine que tu as dans ton audience, dans ton entourage, prospects des grandes réfractaires à l'organisation sous prétexte que je suis créative, donc je ne peux pas être organisée. Qu'est-ce qu'on peut leur dire à ces personnes-là pour leur faire comprendre que c'est pour leur bien, que c'est pour le bien-être de leur vie, de leur entreprise, qu'il y a plein de bénéfices à être un minima organisé? Pour moi, c'est même pas tant qu'il y a plein de bénéfices. Enfin, il y a plein de bénéfices à être un minima organisé, mais c'est surtout je trouve que généralement, les personnes qui ont cette vision de je suis créative, ou moi je suis pas née organisée, l'organisation c'est pas pour moi, etc. J'ai besoin de flexibilité, de fluidité, de machin. Généralement, c'est la vision aussi qu'elles ont de l'organisation. Une vision qui est généralement très figée, très cadrée, très moi je suis organisée, donc je sais que de 9h à 9h10 je fais ça, puis de 9h10 à 9h12 je vais faire pipi, puis de 9h12 à 9h14 je fais ça, et puis machin, voilà. Et ça, effectivement, moi, je considère que je suis quelqu'un d'assez organisé. Tu me donnes un planning comme ça, je suis en PLS. Hein. Voilà. En fait, l'organisation, ça reste un moyen. C'est c'est trouver, en fait, et moi, c'est vraiment là-dessus que j'accompagne aussi mes élèves. C'est vraiment trouver l'organisation qui leur correspond. Il y a des personnes qui ont besoin de ce cadre-là hyper figé, ça les rassure, elles se sentent plus à l'aise là-dedans, et voilà. Il y a des personnes qui ont besoin de plus de flexibilité. Après, pour moi, je suis convaincue que l'organisation, ça te donne aussi de la flexibilité et de la liberté, parce que justement, déjà, ça t'enlève une charge mentale de malade. Parce que en vrai, quand notre cerveau, il n'est pas fait pour stocker l'information, il est très très mauvais pour s'en rappeler au bon moment, voire pour s'en rappeler du tout. Je veux dire, tout le monde s'est déjà retrouvé à se dire « il faut que j'achète du dentifrice » au moment où tu es dans ta salle de bain et que tu vois le tube de dentifrice, et à ne absolument pas y penser quand tu passes devant le rayon dentifrice au supermarché. Voilà, parce que c'est pas à ce moment-là qu'on va y penser. On va y penser, voilà, quand on va revenir dans notre salle de bain et qu'on va dire « ah oui, c'est vrai, j'ai oublié le dentifrice », ou à la limite quand on sort du magasin en se disant « ah oui, c'est vrai, il fallait chercher du dentifrice ». Voilà. C'est pour ça qu'une liste, avec la liste des courses, ça marche vachement mieux. Ça enlève cette charge mentale de devoir absolument penser à tout. Et du coup, cette charge mentale-là en moins, ça permet justement d'être plus créative. Ça permet de laisser de l'espace pour que notre cerveau, il pense à des choses vachement plus importantes que devoir absolument retenir il faut acheter du dentifrice, il faut acheter du dentifrice, il faut acheter du dentifrice, quoi. C'est clair, totalement. Ça marche avec le business aussi. Et justement, tu as parlé de listes, mais quels pourraient être, alors sans grand suspense évidemment, mais quand même, quels sont selon toi, pour toi, l'outil incontournable pour une gestion simplifiée de son quotidien, de son entreprise, de ses prospects, de ses clients, etc., etc. Tu me vois arriver avec mes gros sabots? Ouh, je sais pas, attends, je réfléchis un petit peu. Gros là, suspense, tu balances gros un asana, je suis en PLS. Pick up. Non, c'est Non, après, moi, moi, j'utilise Notion depuis maintenant, ça fait quoi 4 ans? Ça fait 4 ans maintenant. Pour moi, aujourd'hui, c'est l'outil. C'est l'outil qui centralise absolument toute mon organisation, et c'est l'outil que je trouve le plus puissant, dans le sens où, justement, c'est l'outil qui est le plus flexible. Alors, ça fait un peu flipper les personnes, justement, qui ont besoin d'un truc avec un cadre et tout ça, hyper machin. Et c'est pour ça qu'on peut créer des templates. Mais par contre, c'est génial en termes de possibilités de personnalisation et d'adaptabilité, puisque justement, on a vraiment ce truc avec Notion où on joue au Lego.
on arrive avec une grande page blanche, on a un immense bac de Lego à notre portée avec plein de blocs, et on va pouvoir assembler ces blocs comme on veut, pour justement créer un système qui soit complètement adapté aussi à notre mode de pensée, puisque tout le monde ne fonctionne pas de la même manière en termes de mode de pensée et de manière de fonctionner, de s'organiser, d'assembler les idées. Et c'est vrai que là-dessus, Notion est hyper puissant pour ce côté flexible en fait et adaptable, et du coup aussi évolutif. Parce que comme on le disait, il n'y a pas un moment où on s'arrête et on se dit c'est bon, je suis organisée, on n'en parle plus pour tout le reste de ma vie. Donc ça permet aussi d'évoluer au fur et à mesure des besoins, au fur et à mesure de l'évolution du business, parce que on s'organise pas de la même manière quand on est toute seule à gérer son business tranquille dans son coin, que quand on commence à avoir des personnes avec qui on travaille, une équipe, etc. Donc forcément, ça demande aussi de faire évoluer les outils, les systèmes, et c'est vrai que là-dessus, Notion est hyper pratique pour ça, en termes de fonctionnalités collaboratives, le fait que ce soit accessible depuis n'importe quel outil qui a accès à Internet, donc que ce soit un ordinateur, une tablette, un téléphone, etc. Moi, ça permet de, tu vois, dès que tu as une idée, un truc genre acheter du dentifrice, moi, je prends mon téléphone, j'ai la partie liste de courses, je mets dentifrice, et comme ça, je sais que c'est bon, c'est sorti de ma tête, je peux penser à autre chose, je peux avoir des idées, être créatif sur des sujets vachement plus intéressants. Comme tu l'as indiqué, Notion peut vraiment être un second cerveau, un bras gauche, un pied droit, ce que tu veux, parce qu'il est très flexible, mais en même temps, le piège, c'est de créer aussi une usine à gaz sur cet outil et finalement d'alourdir ses systèmes, d'alourdir sa gestion, parce qu'en fait, on ne sait pas très bien utiliser l'outil, parce qu'on commence à mettre tout et n'importe quoi, et que finalement, ça devient un outil d'organisation désorganisé. Oui, effectivement. C'est aussi un risque, et c'est aussi... c'est de là toute l'importance aussi de se former, comme sur n'importe quel outil qu'on utilise. Forcément, quand on sait s'en servir, on gagne du temps, on gagne en efficacité, et notamment sur un outil d'organisation comme Notion et comme n'importe quel outil d'organisation, vu que c'est quelque chose sur lequel on va quand même passer pas mal de temps. Là, pour le coup, on va vraiment pouvoir prendre des notes sur absolument tout. Moi, toutes mes informations sont centralisées sur Notion, que ce soit au niveau pro comme au niveau perso. Je prépare mes scripts de podcast sur Notion, je prépare mes contenus, mon calendrier éditorial, mes projets, mes lancements, mes tout. Et au niveau perso, je prépare mes vacances, l'achat de ma future maison avec la liste de tous les meubles qu'il faut qu'on achète et tout ça, tout ça. Bientôt mon futur potager, je te demanderai des conseils, Oui. Justine, là-dessus. Je ferai une belle page Notion sur le sujet. Voilà, c'est vrai que après c'est une histoire de structure, parce que justement il y a des outils, il y a des manières d'organiser en fait son espace Notion de façon à ce que ça ne soit pas juste une liste infinie de 12 500 pages sur des sujets divers et variés, mais en utilisant justement certaines fonctionnalités, notamment les bases de données relationnelles, qui sont absolument incroyables pour ça. C'est un mot qui fait peur, je sais, mais c'est beaucoup moins terrible que ce qu'il n'y paraît, c'est hyper puissant. Et voilà, de façon à avoir en fait une structure logique. Et après, à chaque fois, c'est quelque chose aussi qui s'améliore avec le temps. Pour justement, on peut très facilement créer des liens, mettre des pages en favoris, faire en sorte en fait que l'information, et c'est vraiment le but aussi dans Notion, dans n'importe quel système, que l'information pertinente dont on a besoin à l'instant T puisse s'afficher, on puisse y accéder de la manière la plus rapide et la plus efficace possible. Et typiquement sur Notion, par exemple, sur les tâches, moi quand j'ouvre mon espace Notion, j'ouvre mon tableau de bord, je vois ma to-do du jour. En fait, ma base de données tâches, c'est un truc énorme, avec toutes les tâches passées et futures. Il y a des milliers de lignes là-dedans, puisque je m'en sers quand même depuis 4 ans. Mais sauf que quand j'ouvre mon Notion le matin, j'ai pas besoin de voir toutes les tâches que j'ai fait depuis 2021 et toutes celles que j'ai à faire jusqu'en 2045. J'ai besoin de voir ce sur quoi je dois me concentrer aujourd'hui, là, maintenant, tout de suite. Trop bien. On a parlé outils, on a parlé du coup quand même système. J'aimerais juste revenir un petit peu sur les notions de productivité et de méthodologie. Tu as parlé aussi de la méthode de la boussole, mais au quotidien, quels pourraient être les outils, astuces pour rester concentré, productif, productive, sans pour autant devenir son pire ennemi avec le 9h10, je vais faire pipi, 9h12, c'est mon café, 9h, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors après, ça dépend des personnes. Moi, je sais qu'un truc, en tout cas, qui fonctionne très bien chez moi, que j'ai mis en place depuis pas mal de temps, et qui fonctionne aussi très bien chez pas mal de mes élèves, moi, je travaille beaucoup avec le principe des 3 priorités. Donc, c'est 3 priorités par semaine, 3 priorités par jour. Donc ça, c'est justement au moment de ce petit point hebdomadaire, à la fin de la semaine, où je fais le bilan un petit peu de comment s'est passée ma semaine, etc. C'est quoi les gros projets qui sont en cours en ce moment, et du coup, c'est quoi les 3 grandes priorités sur lesquelles je dois avancer la semaine prochaine. Et comme ça, en fait, de là, je vais en découler aussi
par jour, en fonction aussi de ce que j'ai prévu dans mon planning, 3 priorités par jour. Moi, je fonctionne pas, en tout cas plus, je l'ai fait à une époque avec des blocs de temps spécifiques. C'est vraiment, j'ai priorité 1, 2, 3 et pas plus. C'est maximum 3, hein, je peux en avoir moins. Et ça, c'est vraiment les choses importantes que je dois faire pour avancer en fait sur mes projets du moment, sur ce qui est vraiment important. Parce que après, bien sûr, hein, je peux blinder ma to-do et je peux avoir 50 000 choses à faire. Hein. Il y a toujours 50 000 choses à faire. Notre liste de tâches sera toujours infinie. Il n'y aura jamais un moment où tu te réveilles un beau matin et tu dis « Ah bah tiens, j'ai vraiment absolument plus rien à faire pour mon business ». On pourra toujours faire plus de contenu, on pourra toujours créer plus d'offres, on pourra toujours faire ci, faire ça, améliorer des choses. Ça, c'est sans fin. En fait, toujours repartir de c'est quoi qui est important pour moi en ce moment, c'est quoi mes projets, mes objectifs du moment, et du coup, qu'est-ce que je peux faire pour avancer là-dessus. Ok. Ton point de vue par rapport à la méthode Pomodoro ou la méthode du batching? Ça marche très bien pour certaines personnes, ça marche beaucoup moins pour d'autres. C'est vraiment, pour moi, c'est comme la plupart des méthodes de productivité, en fait, il faut tester. Il faut tester et voir comment ça se passe pour soi. Et puis des fois, ça marche aussi dans certains cas et pas d'autres. Typiquement, le batching, donc le fait de, du coup, rassembler un peu les tâches similaires en même temps. Moi, je sais que je vais pouvoir le faire, par exemple, la création de contenu, Instagram. Ça, je vais faire, par exemple, d'abord tout mon calendrier édito, puis après les visuels, puis après les descriptions. Les épisodes de podcast, par contre, j'en suis incapable. Je suis pas capable de préparer 3 scripts d'épisodes de podcast d'affilée. Au bout de 1, déjà, ça m'a pris énormément d'énergie et en fait, je l'enregistre et on verra plus tard pour la suite. Des fois, j'essaie encore, hein, mais ça marche pas. Euh, Donc, ça dépend aussi des tâches. La méthode Pomodoro, c'est du coup cette idée de se concentrer vraiment en mode focus pendant un certain temps, puis faire une petite pause, puis on reprend, puis on fait une pause, puis on reprend, puis on fait une plus longue pause. Alors normalement, la méthode de base, c'était 20 minutes, 5 minutes, 20 minutes, 5 minutes. Ça peut être ajusté. C'est intéressant, je trouve, quand on a vraiment du mal à se lancer sur une tâche, de se dire, bon allez, j'y vais, mais je fais ça en mode focus, éloigner son téléphone, enlever toutes les distractions et se dire, bah, j'avance le plus vite possible. Des fois, il faut adapter aussi la période, suivant si c'est vraiment une tâche sur laquelle procrastine et il y a beaucoup, beaucoup de résistance. Ça peut être des fois plutôt 10 minutes et 5 minutes de pause, hein, voire 10 minutes, 10 minutes de pause. Faut pas hésiter en fait juste à tester, à expérimenter, voir qu'est-ce qui fonctionne pour soi. On a parlé un tout petit peu au début de cet épisode de podcast sur le fait de traquer son temps, son énergie, ses tâches, ses actions. Moi, j'utilise depuis peut-être 2018, voire 2019, l'outil Toggle. D'abord, je l'ai utilisé parce que j'avais un client qui me payait à l'heure en mode Presta création de contenu. Et donc, pas le choix que de timer, puisque c'était mon moyen d'être facturé, donc pas le choix. Et en fait, maintenant, c'est devenu un réflexe au même titre que je me brosse les dents. C'est exactement la même chose. Je suis devant mon ordinateur, je lance Toggle sur la tâche que je suis en train de faire. Et ça aide aussi également à se rendre compte, en fait, quel est notre point limite de concentration. Et moi, j'ai observé, alors évidemment, en fonction des périodes, ça fluctue, l'été, l'hiver, la fatigue, nos cycles hormonaux, etc., notre niveau de concentration, de productivité change, même d'une journée à l'autre, et même au même titre d'une journée, du matin à l'après-midi, c'est pas la même chose. Et du coup, moi, je me suis rendu compte qu'en moyenne, j'étais très concentrée pendant 35 minutes. Au-delà de 35 minutes, je commençais un petit peu à papillonner un petit peu comme ça. Et donc, je vois, et c'est vraiment Toggle, au moment où j'arrête Toggle, je me dis ah ouais, ok, encore 35, très bien. Et à un moment donné, je me dis mais en fait c'est mon cerveau qui me hack. C'est lui qui me dit c'est 35, on arrête. Mais non, c'est vraiment, j'ai observé ça donc depuis des années, qu'à partir de 35 minutes, je commençais à perdre en productivité et concentration. L'idée, qu'est-ce qu'on fait? On s'arrête en fait, ça sert à rien de persister et de pousser le truc parce que c'est là qu'on s'épuise, c'est là où on perd du temps, on perd en efficacité du coup. Prend une pause et on revient. Donc en soi, si la méthode Pomodoro 25-5, 25-5 ou peu importe ne convient pas parce que justement si encore au bout de 25 minutes on est encore à fond, gardons ce rythme, mais juste faut penser que ce rythme-là ne dure pas des heures et pendant une journée, quoi. Ça, c'est clair. Et c'est vraiment là où, pour moi, l'organisation et trouver justement son système d'organisation, c'est aussi très très intimement lié avec la connaissance de soi. Ça va avec le fait de savoir qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qui est important, mais aussi comment est-ce qu'on fonctionne. Je disais, la gestion de l'énergie, la gestion de la concentration. Tout le monde n'a pas la même énergie au même moment, tout le monde n'a pas la même concentration au même moment, n'a pas le même
type de la durée de concentration, il y a des choses qui permettent de le travailler, ça dépend aussi des tâches qu'on fait, et c'est vraiment aussi être conscient de ça, et ça se passe uniquement par l'expérimentation, puisque personne d'autre que soi-même qui peut le savoir. Moi, je sais qu'une heure de ma journée, entre 9h et 10h du matin, c'est pas la même heure qu'entre 9h et 10h du soir. Entre 9h et 10h du soir, moi, mon cerveau, il est parti en vacances. Il est parti se coucher, quoi. Alors C'est que le clair. matin, je suis au taquet. Et il y a des personnes pour qui ça va être l'inverse. Il y a pas, c'est pas mieux, c'est pas moins bien, hein, c'est juste le savoir, et du coup, l'idée, c'est vraiment d'adapter, et c'est à ça que l'organisation permet pour moi, d'adapter justement son planning, les tâches qu'on va faire et tout ça, de façon à les faire dans les meilleures conditions, de la manière qui soit la plus efficiente, la plus productive possible. Exactement. Est-ce que tu recommandes dans ces cas-là d'effectuer par exemple le test du chronotype pour bien savoir à quel moment en fait on est le plus optimal dans sa journée? Oui, alors le test du chronotype, c'est déjà une première approche qui est hyper intéressante. Ça permet en tout cas d'avoir une première idée. Après, moi, ce que je trouve intéressant aussi, c'est même justement, de la même manière que on peut traquer son temps, c'est de traquer aussi, par exemple, sur une journée ou quelques jours, son énergie. De se dire à quel moment, en fait, et ça, généralement, on le sait. En vrai, si je te pose la question, tu le sais. Quand est-ce que tu sens que tu as un petit coup de mou, quand est-ce que tu sens que tu es vraiment au taquet, que tu n'as aucun problème pour te concentrer sur des trucs compliqués, quand est-ce que tu es plus à l'aise pour juste discuter avec des gens ou faire des calls, etc. Quelles sont les tâches qui te mettent en énergie et quelles sont les tâches qui te drainent? C'est des choses, en vrai, on en a conscience généralement, c'est juste qu'on n'a jamais forcément formalisé le truc, on ne s'est pas posé vraiment pour lister exactement les choses, mais ouais, même sur une journée, se dire un petit peu, bah voilà, mon niveau d'énergie, par exemple, c'est un exercice que je fais faire sur, en gros, entre vert, jaune et rouge, pour chaque heure à peu près, à quoi ça correspond. Mmh. Moi, je sais que par exemple, c'est pareil, une fois que j'ai mangé, après le déjeuner, faut pas que je fasse des trucs trop complexes, hein. Sinon, je m'endors sur ma chaise. Alors, soit je vais faire une petite sieste, je prends mon temps, ma petite pause déj, tranquille, et après, à la limite, je reprends avec des petites tâches, tu vois, pas trop prise de tête, tranquille. Et je sais que je vais avoir de nouveau un peu un pic un peu plus tard dans l'après-midi, mais tu vois, vers 16h par là. Exactement. Et c'est important de préciser ça, ça veut dire aussi qu'on peut en connaissance de soi, définir son planning, mais aussi ses heures. L'idée n'est pas de s'enfermer dans un 9h-17h si en fait on est caca chien de 9h à 17h et qu'en fait on est super productif à partir de 17h en fait. L'idée c'est C'est ça. aussi de pouvoir adapter ça. Alors évidemment, on peut avoir aussi des contraintes personnelles qui nous obligent à avoir des heures de bureau à ce moment-là parce que peut-être qu'il y a des enfants à aller récupérer à 17h et donc Mhm. du coup comment est-ce qu'on fait? On anticipe, on fait les choses les plus importantes avant, en tout cas avec ce qu'on peut faire, et puis ensuite on voit comment est-ce qu'on peut faire ensuite. Mais vraiment sortir de cette idée que on a quitté un 9h-17h parce qu'on était enfermé et on recrée un 9h-17h par sécurité. Oui. Non, on crée un 9h-17h parce que c'est ce qui nous convient dans notre vie et par rapport à notre énergie. À titre d'exemple très concret, là, toute cette semaine, je batch que des interviews de podcast, donc j'enregistre 9 interviews. Ça me met énormément en joie. Par contre, je sais, et tu sais aussi que ça draine aussi beaucoup d'énergie parce Oui. que écoute active, réflexion, je rebondis sur tes réponses, j'apporte aussi mon point de vue. À ce moment-là, cette semaine-là, je ne prends pas de décision importante pour mon entreprise, je ne prends pas de rendez-vous, gros rendez-vous client. C'est des tâches de fond, des tâches un Mhm. peu fourronneurs qui ne demandent pas trop de jus de cerveau, parce que l'idée, c'est mon focus, c'est j'enregistre des interviews de podcast et je suis là à l'instant T et je ne peux pas faire autre chose. Bah oui. Et c'est là où c'est hyper important, effectivement, d'anticiper par rapport à son énergie. Et comme tu disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, notre énergie, elle fluctue sur une journée, sur une semaine, sur un mois, le cycle menstruel, Mm. sur les saisons. Et en fait, voilà, il y a cette espèce de danse un peu constante. Et l'idée, c'est d'arriver à jongler un peu avec tout ça pour faire la meilleure chose au meilleur moment, en fonction aussi des contraintes qu'on a au niveau perso. Tu vois, moi, j'ai acheté une maison, donc autant dire qu'il y a plein de trucs à faire de ce côté-là. Niveau business, ça va s'adapter aussi en fonction. Et il y a certaines choses où il dit, ça sera pas à ce moment-là, ça je Mhm. décale, ça je veux pas prendre de risque de me retrouver trop dans le rush, etc. Ou de pas pouvoir être dans les meilleures conditions, donc je préfère repousser. Et tant pis, et des fois aussi, c'est juste, il faut accepter que les choses prennent du temps. Et ça, je pense qu'il y a un vrai sujet aussi là-dessus, au niveau global dans notre société, Mhm. sur le fait qu'aujourd'hui, on n'a plus vraiment la patience parce qu'on est habitué à être dans une société de l'instantané où tout va très vite, où on commande sur Amazon et le lendemain, on a notre colis qui est livré. On commande sur Uber et dans 10 minutes, on a mangé. C'est ça. Où on nous promet, quand on regarde les réseaux sociaux, qu'on va se lancer en business et que dans les 3 minutes 30, on va faire 10 000 euros par mois. Et Au bord d'une voilà. piscine avec un cocktail à la main, s'il te plaît. Par exemple, c'est mieux.
Et en fait, du coup, c'est aussi accepter qu'il y a plein de choses qui prennent du temps. Et souvent, en plus, notre cerveau a tendance à sous-estimer le temps nécessaire et juste accepter que, ben oui, il y a peut-être il y a plein de projets, il y a plein d'idées, il y a plein de choses que tu as envie d'accomplir. Mais juste, en fait, vas-y tranquille, tu vois. Et ça va bien se passer, mais effectivement, peut-être qu'il faudra pas 1 mois, peut-être qu'il faudra 3 mois, parce que, il y a aussi d'autres choses à côté. Et c'est OK. Et c'est pas grave. Totalement. Comment est-ce qu'on peut rester vigilant, vigilante justement à maintenir cette gestion d'entreprise du quotidien de façon simple et agile surtout? Comment est-ce qu'on peut faire attention à ça? Moi, je trouve que c'est vraiment, tu vois, ce côté, enfin, moi, vraiment les revues régulières, donc au niveau hebdomadaire, mensuel, etc., ça permet en fait de prendre un moment. Il n'y a pas besoin que ce soit 4 heures par semaine, mais tu vois, même juste une demi-heure, juste pour se poser, dire, OK, là, est-ce qu'on va dans la bonne direction? C'est quoi mes projets du moment, mes priorités du moment? Est-ce que j'avance dessus ou pas? Qu'est-ce qui me bloque? Qu'est-ce qui fonctionne pas? Qu'est-ce qui me dérange? Qu'est-ce que je peux améliorer? Et en fait, c'est comme ça qu'on arrive aussi à voir, tu vois, comment est-ce que je me sens? Il y a plein de questions qu'on peut se poser à ce moment-là, mais vraiment prendre ce petit temps de recul. Parce que le problème, c'est ça, c'est que souvent, quand on est en train de bosser, on est dans notre business, on est constamment la tête dans le guidon, la tête dans l'opérationnel, et en fait, on prend jamais le temps de faire ce petit pas de recul, de se dire, OK, là, d'accord, je suis blindée, j'ai 1 milliard de tâches, de trucs à faire, etc. C'est quoi qui fonctionne? C'est quoi qui est vraiment utile? C'est quoi que je peux zapper? Moi, il y a une question que j'aime beaucoup me poser chaque semaine. Donc, je prépare un petit peu mes priorités, machin, tout ça. Et après, je me pose la question, OK, si je ne devais travailler que 2 heures par jour la semaine prochaine, qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce qui saute? Ça, généralement, ça permet de faire un tri radical. Totalement. Et du coup, si je te pose cette question maintenant, qu'est-ce que tu gardes, qu'est-ce qui saute? Là, cette semaine, qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que je garde de toute façon, c'est mon live avec mes élèves Notion de A à Z là, tout à l'heure. C'est ça, c'est dans 1 heure et demie, je vais pas le faire sauter. En gros, les obligations vraiment par rapport à mes clientes, j'ai principalement ça. La création de contenu, Instagram saute, clairement. Ça, c'est sûr. Ma newsletter, garde. Podcast, j'en ai déjà enregistré un, j'ai prévu d'en enregistrer un deuxième pour prendre un peu d'avance. Bon, ça peut sauter, hein, c'est de l'avance. Et là, en ce moment, je me forme sur une école de coaching, en coaching, et j'ai un call jeudi, donc ça reste. Voilà. Parce que justement, on a l'impression que quand on est dans ce genre de situation-là, que rien ne peut sauter. Et tu vois, là, en 3 minutes, tu as réussi à faire un tri du service minimum. Je vais donner moi aussi mon propre exemple parce que je l'ai fait en fin d'année dernière parce que vraiment j'étais en phase d'épuisement, parce que c'était vraiment très compliqué, parce que j'ai eu une année 2023 compliquée comme beaucoup d'entre nous, mais plusieurs décès, enfin vraiment compliqué à gérer, tu vois. À 15 jours de mon lancement, j'ai appuyé sur stop, tout était prêt. Mes épisodes de podcast étaient programmés, mes posts Insta étaient programmés, les lives étaient programmés, tout était là, tout était là. Et ben en fait non, j'étais pas alignée avec ça, je n'avais pas l'énergie, ne serait-ce même que de me pointer et de dire en story, hey, nouvel épisode de podcast disponible. Donc j'ai appuyé sur stop et j'ai travaillé comme ça pendant plusieurs semaines à base de 2 heures par jour grand maximum, à être à l'endroit où il fallait que je sois, et c'est-à-dire dans mes DM Insta, dans mes mails, dans mon marketing conversationnel, dans le contact humain. Et donc le podcast a sauté, j'ai tout déprogrammé. Pourtant sur un lancement podcast ça aurait pu être très dangereux, mais non, j'ai préféré vraiment être alignée avec mon énergie et mon envie du moment. Mon business est toujours là, j'ai fait mes meilleurs chiffres, et à titre de comparaison, j'ai fait un lancement il y a 3 semaines où j'ai sorti l'artillerie lourde, et ben j'ai pas eu des meilleurs résultats pour autant. Parfois, c'est juste être au bon endroit, au bon moment, de faire les bonnes actions. Il n'y a pas besoin en fait de fioriture et de rajouter 1,5 milliard choses. Et c'est vraiment important, et on revient sur ce que tu disais au tout début de l'épisode, garder que ce qui fait sens, faire attention à ce qui peut être là, pourquoi c'est là. Et en fait, il y a des choses qui peuvent être supprimées et ça met en rien en danger son business. Et ça, c'était important de le souligner parce qu'on a l'impression qu'en fait, tout est indispensable, tout est prioritaire, tout est urgent, tu sais. L'incendie total. Alors que non, il peut y avoir des flammes autour de moi, je sais exactement ce qu'il faut que je fasse pour sauver ma peau et sauver celle de mon business. Et c'est vraiment ça qu'il faut garder en ligne rouge. Clairement. Et il y a plein de trucs qu'on s'oublie. Enfin, en fait, parce qu'on a plein d'injonctions aussi aujourd'hui, notamment en plus quand on est dans le business en ligne. Hein. Voilà, on est sur les réseaux sociaux, on voit passer des contenus, il y a une personne qui dit il faut faire ci, il y en a une autre qui dit qu'il faut faire ça, il y en a une qui dit si tu fais pas ça, ça va pas marcher.
Et en fait, on prend tout ça et on se dit, ah bah oui. Et puis après, il y a plein de trucs qui nous paraissent des bonnes idées aussi. Et puis on a envie de faire plein de trucs. Parce que généralement, quand on s'est lancé en business aussi, quand on est entrepreneur, c'est aussi cette idée de créer, d'apporter des choses, de faire. Voilà. Moi, il y a plein de choses que j'ai envie de faire. Il y a plein de projets, des idées de template Notion. Je pense que j'en ai 15 dans les tiroirs. J'ai des idées de freebie que je veux lancer. J'en ai plein. Il y a plein de projets. Il y a des choses qui sont en mode, ok, ils sont notés. Alors, ça me prend pas de l'espace mental parce qu'ils sont notés bien au chaud dans ma liste des projets sur Notion et avec le statut peut-être un jour plus tard. Je sais que c'est là mais pour le moment c'est pas la priorité et c'est ok, tu vois. Et je pourrais essayer de m'épuiser à dire je vais sortir ci, je vais sortir ça, je vais sortir ça et je vais faire ci en plus, etc. Mais en fait, à un moment donné, ça sert à rien. Et pareil, comme tu le disais, moi sur les projets, c'est un truc que je fais aussi quand je prépare un nouveau projet, typiquement sur des projets de lancement ou une nouvelle offre ou quoi. C'est comment est-ce que je pourrais faire ça si je devais faire ça en 2 fois moins de temps, comment je fais? Ça permet d'élaguer aussi. C'est clair, totalement. Totalement. Et c'est pas le Et temps qui va apporter le mérite des résultats. En fait, c'est pas plus on y passe de temps, mieux ce sera grand. Évidemment qu'il faut quand même y passer un minimum de temps, mais un minimum de temps sur les bonnes choses, en fait. oui, c'est ça. C'est qu'est-ce qui est vraiment important, qu'est-ce qui est vraiment essentiel et qu'est-ce qui est en mode bonus nice to have. Je sais que moi sur mes lancements, bah, typiquement, les posts Instagram, c'est du nice to have. Si j'ai le temps, si j'ai envie, si machin, je vais le faire. Sinon, bah, ça va être un des premiers trucs qui va sauter parce que Mhm. bah, voilà, je préfère clairement passer du temps, comme tu disais, bah, par exemple, à échanger avec les personnes qui sont intéressées en DM, par email, etc. Et je sais qu'en plus, c'est ce qui apporte quand même beaucoup plus de résultats que de faire des posts Instagram qui seront vus par un quart de la moitié de mon audience. C'est ça. Et qui Et aura voilà, potentiellement des résultats dans 3 mois, 6 mois, par après. exemple, Et donc pas dans l'immédiat. aussi. C'est ça. Pareil, le podcast, je sais que pour moi, c'est un canal qui est hyper intéressant. Moi, en plus, ça m'éclate. Et en plus de ça, qui pour le coup, c'est du contenu qui est long terme. Ça crée ce lien, ça crée. Voilà. Et ça, c'est quelque chose sur lequel j'ai pas envie de faire l'impasse. Par contre, voilà, les contenus qui sont un peu plus courts, éphémères sur les réseaux sociaux, bah, écoute, si j'ai le temps, si j'ai la motive, quoi. Pour résumer, selon toi, quels sont les 3 conseils clés que tu pourrais donner à nos auditeurs, auditrices du jour pour commencer à simplifier leur entreprise ou maintenir la simplification? Alors déjà, je dirais le premier truc, c'est, parce que ça, c'est vraiment une des erreurs que je vois le plus souvent, à mon avis, arrêter de surcharger sa to-do. Ce n'est pas parce qu'on en met plus dans sa to-do qu'on fait plus à la fin de la journée. Non, ça marche pas comme ça. Ça n'augmente pas les heures, le nombre d'heures dans la journée de mettre plus de tâches sur sa to-do. Donc vraiment, cette idée moi, je fonctionne avec le principe des 3 priorités par jour. Vous pouvez partir sur 3, vous pouvez partir sur, un peu plus si vraiment vous voulez. Moi, j'ai vraiment ce côté 3 priorités par jour, et après, des fois, j'ai des petites tâches rapides, par exemple. Trucs qui vont pas prendre très longtemps, mais que je note quand même pour pas les oublier, puisque je ne m'appuie pas sur mon cerveau. Donc vraiment, cette idée on n'en fait pas trop, on n'essaie pas de blinder au max et d'en mettre le plus possible, parce que de toute façon, on n'en fera pas plus. Et en plus de ça, ça crée un effet hyper négatif, même en termes de confiance en soi et au niveau productivité, qui est que bah, à la fin de la journée, quand on a une liste de tâches qui fait 45 km de long, qu'on en a coché 3 ou 4, bah, en fait, on a l'impression qu'on n'a rien fait, qu'on n'a pas avancé, qu'il nous en reste encore plein, qu'on est encore toujours débordé, etc. Et du coup, on rattaque la journée d'après en mode un peu dépité, parce qu'il y en a qui se sont rajoutés, bien sûr, et en se disant, mais on va jamais en voir le bout. Quand on a 3-4 choses prioritaires à faire qui font vraiment avancer nos projets, ben on coche ces 3-4 cases et on se dit c'est trop bien, j'ai été efficace aujourd'hui, j'ai bien avancé, je peux être fière de moi, et ça donne encore plus envie de rattaquer le lendemain, quoi. Donc ça, c'est vraiment un truc, je trouve, qui est hyper important à mettre en place. Et du coup, comme je vais donc, ça enchaîne sur le deuxième truc de tout noter, parce que notre cerveau, il sait pas retenir l'information de façon efficace et nous la rappeler au bon moment. C'est comme si on avait un rendez-vous, c'est comme si Google Agenda nous faisait des rappels pour notre rendez-vous chez le dentiste qui était aujourd'hui à 17h et qui nous a un rappel demain à 12h, quoi. Ou dans la nuit à 3h du matin, Oui. en disant ah tiens, oublie pas, hein. Voilà. C'est pas. Notre cerveau là-dessus, il est pas bon. Donc Mhm. on arrête d'essayer de compter sur ça. Le cerveau, il est fait pour créer, il est fait pour avoir des idées, il est fait pour faire des liens, des associations, pour réfléchir, etc. Stocker l'information et la régurgiter au bon moment, au bon endroit, ça, il sait pas faire. Donc on trouve des outils qui savent faire vachement bien. Voilà, Mhm. il y a Notion, il y a Google Agenda, il y a plein de possibilités aujourd'hui. On a la technologie avec nous pour justement pas avoir à s'encombrer le cerveau là-dessus, quoi. Et du coup, troisième conseil, apprendre à se connaître et Mhm. expérimenter. Et vraiment,
C'est pas parce qu'il y a une technique, un truc qui fonctionne, et ça, je pense que c'est valable à la fois en termes d'organisation, de productivité, mais même dans le business de façon générale, dans la vie de façon générale. C'est pas parce que ça marche pour quelqu'un, c'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui dit ouais, ça c'est trop bien, c'est génial, tu devrais faire comme ça. Ça veut pas dire que le conseil il est mauvais. Vous pouvez tester, mais ça veut pas dire pour autant que à 100%, c'est pas parce que ça marche pour cette personne, ça va aussi marcher pour tout le monde et ça va marcher aussi pour vous. Juste, ok, je prends l'idée, ça me paraît sympa. Bon, ou alors ça me parle pas du tout et je vais leur laisser. Ça me paraît sympa, je vais tester, je vois ce que ça donne. Ça marche, c'est cool. Ça marche pas, bah ok. Moi, j'ai appris un truc. Je sais que ça marche pas pour moi. Voilà. Trop bien. Merci Milena pour ces 3 conseils clés. Où est-ce que nos auditeurs, auditrices peuvent retrouver le meilleur de tes conseils, peuvent te donner presque les clés de leur cerveau et de leur business? Où est-ce qu'on te retrouve? Comment est-ce qu'on travaille avec toi? Alors, pour me retrouver le plus simple, je pense que c'est, alors j'ai sur mon site internet ou sur Instagram, si vous voulez échanger avec moi directement, m'envoyer un petit message, un petit DM, etc. Après, si vous voulez vraiment la partie expertise, contenu, pour les personnes qui aiment les podcasts, vu qu'en même temps on est là, normalement, Normalement, ça devrait voilà. être le cas. Normalement, ça devrait être le cas. Voilà, si vous avez un petit peu de temps, j'ai le podcast Entrepreneur Productive, où j'essaie d'y partager un max de conseils justement sur l'organisation, la gestion du temps, le business, la productivité, etc. Que bon, il y a plus de 80 épisodes de disponibles. Normalement, il y a de quoi faire. Et puis après, sinon, ouais, surtout sur Instagram pour me retrouver, m'envoyer un petit DM. Et après, pour travailler avec moi, j'ai des offres spécifiques sur Notion, des templates qui sont prêts à l'emploi pour certains sujets en particulier. Donc, par exemple, la création de contenu pour gérer toute sa création de contenu, le suivi des finances. Parce que dans une autre vie, je travaillais aussi en finance, donc petite expertise sur le sujet. J'ai la formation complète sur Notion de A à Z. Là, c'est vraiment si vous voulez vous former, savoir utiliser justement cet outil pour que ça ne devienne pas un outil d'organisation désorganisé, comme on disait tout à l'heure. Et après, j'ai mon programme Entrepreneur Productive, où là, vraiment, j'accompagne pendant 3 mois un petit groupe d'entrepreneurs, là, vraiment, pour structurer son business, remettre en place, en fait, vraiment un système d'organisation qui vous correspond. Et tout ça en petit cocon, en petit groupe, avec pas mal de choses. Vraiment mon programme le plus complet. Et ça, ça dépendra de quand est-ce que sort l'épisode, mais parce que j'ouvre que 2 sessions par an, pour le coup, sur ce programme. Bon, au pire des cas, si jamais on est entre les mailles du filet, j'imagine qu'on peut quand même te contacter sur Insta. Peut-être qu'il y a même une petite liste d'attente. Bref, il faut qu'on arrive dans ta base de données email pour être au courant du futur lancement. Exactement. Il y a même une petite liste d'attente, normalement. Bah voilà, parfaitement parfait. Est-ce que tu as un dernier mot à nous partager avant de clôturer ce merveilleux épisode de podcast? Ça, je sais jamais quoi répondre à cette question. Tadam! C'était un mot, hein? Dernier mot. Ah, un mot. Non, je sais pas, merci. un hack, un conseil. Oh! En plein cœur. Merci Justine pour l'invitation. Trop contente d'avoir pu échanger avec toi là-dessus. De toute façon, moi, parler productivité, organisation, forcément, je suis toujours en joie. Et puis, de toute façon, je pense qu'on s'organisera aussi. Tu viendras aussi me voir sur le podcast Entrepreneur Productif prochainement. Avec grand plaisir. Comme ça, pour les personnes que ça intéresse, vous pourrez aussi retrouver Justine de l'autre côté. Trop bien. Et merci beaucoup Milena pour cet échange, pour la full valeur que tu viens de nous apporter. Aussi pour cette simplification même des mots, d'arrêter de penser que le mot organisation et aussi le mot productivité sont des gros mots qu'il faut surtout pas prononcer, un peu comme Voldemort, surtout pas. Non, en plus, quand on arrive chez toi, on est dans un univers coloré, on est chez Disney, c'est fun, c'est sympa, c'est hyper agréable. Et du coup, on travaille son organisation tout en ayant des chansons de Disney en tête, j'imagine, avec tous les gifs que tu nous mets de partout. Donc non, vraiment, c'était trop chouette. J'espère sincèrement qu'on a pu aider les personnes qui étaient un peu en dèche d'organisation ou en train de se surmener, de se noyer dans un ocean désorganisé quand même, puis dans leur planning, bien évidemment. Merci Milena, c'était trop bien. Merci. Tu reviens évidemment quand tu veux, la porte est grande ouverte, mes oreilles également. Et le meilleur de tes liens sera en description de cet épisode. Donc tout ce que tu nous as partagé sera du coup indiqué directement. Top. Merci beaucoup. À très bientôt. Belle journée. Bye bye. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'à la fin.
tu es clairement dans le club des vrais. Si ça t'a fait du bien, fais réfléchir ou donner un peu d'élan, partage-le à une entrepreneur autour de toi. Tu peux aussi t'abonner, laisser un avis et des étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. C'est clairement le meilleur moyen de faire vivre Réveille ton bise. On se retrouve très vite dans le prochain épisode. D'ici là, prends soin de toi et de ton bise. Bye bye!